Salut tout le monde! Bienvenue au premier épisode de Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. L'épisode d'aujourd'hui, c'est une introduction au format que va prendre le podcast, ce que je vais aborder comme sujet, la structure des épisodes, l'angle souhaité, mais je vais aussi vous parler un peu de moi et de ma philosophie au regard des finances. Bon podcast! Yes, c'est parti, premier épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content de commencer ce podcast-là avec vous pour jaser de finances en toute transparence. L'épisode d'aujourd'hui est différent du format habituel que va prendre le podcast. Je veux mettre les bases pour les autres épisodes qui vont suivre. Vous allez comprendre l'objectif du podcast, donc c'est quoi les différents segments qui vont le composer à chaque semaine. Mais vous allez aussi apprendre à mieux me connaître parce que je trouve important que vous sachiez un peu à qui vous avez affaire dans ce podcast-là pour voir ensuite si vous décidez de continuer de m'écouter ou non. L'objectif du podcast, c'en est un d'éducation financière. Donc, ce que je veux faire, c'est de synthétiser de la façon la plus concise et simple possible des centaines d'heures de lecture et d'écoute de podcasts, de visionnement de vidéos YouTube qui sont en lien avec les finances personnelles ou les marchés boursiers pour tenter de démocratiser le plus possible et au plus grand nombre de personnes possibles tout ce qui touche les finances. Vous me verrez donc pas parler d'un sujet pendant 30 minutes, je vais plutôt tenter de synthétiser différents sujets dans mes mots en 2-3 minutes, comme si je jasais avec des chums ou des membres de ma famille à un party de Noël ou à un feu. En ce qui concerne le podcast en soi, il y a 4 principaux segments qui vont être traités. Donc j'adore les autres podcasts québécois sur la finance, je suis vraiment un auditeur assidu. J'ai donc essayé d'aller ailleurs un petit peu, puis je pense que les segments que je vais traiter avec vous vont pas dans le même sens que ce qui est fait dans les autres podcasts. Même si bien sûr certains propos vont se ressembler parfois. Il y a 2 segments qui vont revenir plus souvent dans le cadre de mon podcast. Le premier, presque à chaque épisode, je vais faire la synthèse d'un livre pour vous accompagner dans votre littératie financière. Donc c'est vraiment le cœur de mon podcast de faire la synthèse d'un livre sur les finances à chaque semaine ou sur le développement personnel. Je vais tenter de résumer chacun des livres en environ 5 points clés pour faire ça le plus simple et concis possible. Pendant mes synthèses que je vais vous faire, vous allez voir, des fois je vais me positionner. L'objectif par contre, c'est pas qu'un no-name comme moi vienne vous parler de ce qu'il pense de la finance, c'est vraiment de partir des experts et des différents auteurs et ensuite me positionner et vous pourrez voir si vous êtes d'accord ou non avec la position que je prends ou ce que moi je fais dans ma vie personnelle. Comme ça, les connaissances que vous allez recevoir vont être plus crédibles et après, vous pourrez vous faire votre propre opinion. Donc, je vais tenter de vous résumer des centaines d'heures de lecture en quelques minutes pour faciliter la vie à ceux qui ont moins le temps de lire ou qui aiment moins ça lire. Je vais vous résumer les livres dans l'ordre que moi je les ai lus le plus possible. Donc, vous allez pouvoir voir également comment évolue ma philosophie par rapport au domaine financier à travers mes lectures. Le deuxième segment qui va revenir assez souvent également, presque à chaque semaine, c'est l'analyse fondamentale d'actions en bourse. Donc même si je privilégie une approche passive que vous allez voir un petit peu plus tard qui est fondée sur des fonds négociés en bourse indiciels, donc bientôt vous allez comprendre un peu mieux ce vocabulaire-là, mais en gros, un fonds négocié en bourse indicielle, ça veut dire, un petit peu comme Nicolas Bérubé, l'auteur, le dit, c'est au lieu de chercher l'aiguille dans la botte de foin, donc l'action qui va te faire un gros rendement, t'achètes la botte de foin au complet. Donc moi je cherche quand même un peu l'aiguille, vous allez voir plus tard, mais en gros, j'achète la botte de foin. Mais même si je fais ça, j'adore quand même analyser des compagnies à l'aide de l'approche fondamentale. Donc je vais vous présenter un petit peu des actions à chaque semaine, puis bien sûr dans le prochain épisode, vous allez voir, je vais vous présenter mon outil d'analyse. Je ne veux pas aller trop loin non plus parce que ça va être justement le sujet du prochain épisode, vous allez découvrir mon outil, mais sachez que je vais jamais vous faire des recommandations, puis vous allez devoir toujours faire vos propres recherches, vos propres devoirs avant d'investir dans une compagnie que je vais analyser dans le cadre du podcast. Les 2 autres segments vont être plus ponctuels, donc le premier, ça va être des bilans trimestriels que je vais faire à chaque 3 mois pour que vous puissiez suivre mes choix financiers. Et également, je vais parfois aborder des sujets bonus sur certains domaines par rapport à la finance, selon les questions que vous allez me poser par courriel ou sur les différentes plateformes. Donc par exemple, les frais de gestion, ma stratégie d'épargne en couple, comment créer et gérer un compte de courtage, mes podcasts préférés, ainsi de suite, ainsi de suite. Les épisodes vont durer habituellement entre 20 et 30 minutes, mais je me mets pas de pression, ça va dépendre des semaines parce que j'y vais un petit peu avec le flow là, c'est difficile de prévoir pour l'instant combien de temps ça va prendre pour vous dire ce que j'ai à vous dire dans chaque épisode. Un jour, je vais probablement être un peu meilleur pour prévoir ça, mais en ce moment, j'y vais pas mal de façon aléatoire.
Donc, c'était ça pour les 4 principaux segments qui vont composer le podcast. Bien sûr, ça risque d'évoluer peut-être avec le temps selon ce que vous préférez ou selon ce que moi je préfère faire également. Mais sachez qu'en aucun temps, je fais de la promotion pour une entreprise personnelle avec le podcast. Donc, il y a des podcasts qui servent un peu à construire une clientèle pour aller chercher ensuite des revenus avec une entreprise. Moi, j'ai aucune entreprise. Mon seul objectif, c'est vraiment d'éduquer et de partager mes connaissances. Moi, mon travail, en fait, je suis professeur à l'Université de Sherbrooke, puis mon domaine d'expertise comme chercheur a rien à voir avec les finances. Moi, ce que j'aime, c'est enseigner, et je suis un passionné des finances depuis plusieurs années, et ce que je souhaite, c'est de partager ces connaissances-là à un plus grand nombre de personnes possible. Pourquoi je fais le podcast alors si je fais pas une scène avec ça? C'est parce que les nouvelles connaissances que moi j'ai acquises personnellement à travers mes lectures, ont changé d'une certaine façon ma relation à l'argent, et ce que je vais laisser comme patrimoine à mes enfants à la fin de ma vie. Il y a 3 ans, lorsque j'ai lu mon premier livre sur la finance, j'ai compris que ce que je comprenais pas avant, les termes que je comprenais pas avant, en fait, c'était très simple et ça reposait davantage la réussite financière sur les émotions que sur les connaissances. Donc, on va parler souvent à travers le podcast de gestion des émotions. Et il y a plusieurs termes, vous allez voir, que je vais vous dire aujourd'hui, justement, comme moi, v'là 3-4 ans, que vous allez peut-être pas comprendre, mais ils vont vous être précisés un peu plus tard dans l'épisode ou dans les épisodes futurs. Comme je viens de mentionner, sachez que les connaissances d'une stratégie gagnante en bourse peuvent s'apprendre en 1 heure, mais il faut apprendre à gérer ses émotions, et ça demande des rappels constants que je vais tenter de faire avec le podcast à travers les résumés des différents livres sur la finance, et ça c'est aussi intéressant pour les débutants que pour les personnes plus avancées. Parfois on peut se laisser... on peut dévier un peu de notre stratégie d'investissement si on n'a pas des rappels à intervalles assez réguliers. Donc après la première piqûre de la finance, lorsque j'ai lu mon premier livre à ce sujet-là, mon côté un peu trop intense a pris le dessus. En effet, j'ai décidé à ce moment-là d'intégrer dans ma routine une heure de lecture à chaque soir, ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir lu exactement 68 livres qui touchent la finance, tant en anglais qu'en français. Et quand je lisais, je me faisais des fiches de lecture parce que moi, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, quand je lisais des livres, j'essayais ça 6 mois après en jaser avec quelqu'un qui avait lu le même livre que moi puis pas me rappeler du tout de ce que j'avais lu. Donc, je me fais toujours des fiches de lecture avec les principaux points que je veux me rappeler. Et ça me sert maintenant que j'ai décidé de faire le podcast pour vous synthétiser de façon plus précise les éléments clés à retenir de chacun des livres que j'ai lus. Donc, l'objectif avec le podcast, comme j'ai dit tantôt, c'est de vous résumer un livre par semaine. Comme ça, vous n'aurez pas à les lire. Ou bien, parfois, je vais vous dire, ce livre-là, ça peut être intéressant d'aller le lire. Donc, vous pourrez vous faire votre propre idée à savoir, ce livre-là, j'ai bien compris, alors que celui-là, je vais aller creuser un petit peu plus. À travers tout ça, je l'ai dit brièvement au début du podcast, mais j'écoute aussi, en fait, des centaines d'heures de vidéos YouTube et de podcasts sur les finances quand je m'entraîne, quand je plie le linge, quand je fais la vaisselle. Et ça me permet de confirmer ou d'infirmer plutôt certaines de mes conclusions issues de mes lectures. Donc ça me permet toujours d'être en constante réflexion par rapport à ma posture sur les finances personnelles et le marché boursier. C'est difficile pour moi de vous rapporter tout ce que je retiens des vidéos YouTube et des podcasts parce que je prends pas de traces de ça. Vous comprendrez quand je fais la vaisselle, j'ai pas mes petites fiches de lecture à côté. Mais ça a teinté mes opinions que je vais vous partager à travers les différents épisodes. Donc vous pourrez voir à travers mes opinions ma philosophie par rapport à l'investissement et aux finances personnelles. Donc je me suis rendu compte avec mes lectures que de s'intéresser à ces finances, ça pouvait avoir des impacts majeurs sur une vie. J'ai commencé à en jaser avec ma blonde et mon entourage pour voir que c'était un sujet qui était quand même tabou, l'argent, et que parfois c'était 1 ou 2 petits changements qui pouvaient mettre à long terme plus d'1 million dans les poches de certaines personnes avec un investissement d'environ 5 minutes par mois. Et là, je sais pas de vous vendre rien, vous le savez, c'est vraiment pas de la magie, c'est vraiment 5 minutes par mois. Si tu gères tes émotions, tu es capable d'avoir, sur du long terme, de mettre plus d'1 million dans tes poches. Par exemple, en octobre passé, je jouais au squash avec un de mes chums, puis il me dit, il faudrait qu'on jase ensemble parce que il aimerait ça s'occuper lui-même de ses finances, puis il sait que je m'intéresse à ça. Donc j'ai dit, y a pas de problème, envoie-moi dans quel compte actuellement t'as ton CELI, ton régime épargne-études, ton REER, avec qui t'es, puis je vais faire différents calculs avant qu'on se parle. Avant d'aller plus loin, un CELI, un régime épargne-études enregistré et un REER, c'est 3 comptes enregistrés qui sont avantageux au niveau fiscal. Donc le CELI, ça te permet de placer ton argent, tu payes des impôts quand tu le places,
mais tous les rendements que tu vas faire seront pas imposés quand tu vas sortir l'argent. Donc, je prends des chiffrons, si tu mets 10 000 dans ton CELI, pendant 5 ans, tu fais 1 000 de profit, mais quand tu vas retirer ton 11 000 tu payes aucun impôt, donc ton 1 000 de profit n'est pas imposable. Le régime épargne-études, c'est un compte pour les enfants, donc tu déposes un montant maximal par année. On pourra aller plus dans le détail un peu plus loin dans les autres épisodes. Mais tu déposes un montant, le gouvernement, de façon générale, va donner automatiquement un 30% du montant que tu places. Donc, c'est un compte avec un 30% de rendement garanti. Donc, c'est vraiment un compte à utiliser absolument. On pourra en parler, bien sûr, plus tard. Et il y a le REER, qui est le régime pour la retraite, habituellement, où tu places ton argent, tu payes pas d'impôt, mais lorsque tu retires l'argent, tu es imposé. Donc, la logique, c'est qu'habituellement, avec l'inflation, puis que les revenus sont plus bas quand tu es à la retraite, ben, t'es imposé plus tard, et en plus, t'es souvent moins imposé. Donc, tu peux faire fructifier ton argent davantage dans ta vie active. Donc, c'était la parenthèse pour les différents comptes, mais bien sûr, on pourra en discuter de façon plus précise, plus détaillée, si c'est votre souhait avec le podcast. Il y a d'autres podcasts qui en parlent amplement également, là, je vous invite à aller les écouter. Donc, mon chum me donne les comptes avec lesquels il est. Je fais ensuite un calcul sur 30 ans pour comparer ses fonds actuels avec le SP500. Donc, le SP500, c'est un indice qui regroupe les 500 plus grosses compagnies américaines. Donc, c'est l'indice de référence sur lequel les gens se comparent beaucoup pour comparer leur rendement. Donc, l'indice du SP500 regroupe ces 500 plus grosses compagnies-là. Donc, exemple, Apple, qui vaut le plus cher, ben, représente, exemple, j'ai pas le chiffre exact, là, mais 12% du SP500, et ainsi de suite, jusqu'à des compagnies qui peuvent représenter 0,1% de l'indice. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que je vais comparer tes comptes actuels avec le rendement du SP500 pour les 30 prochaines années. Et pour le régime épargne-études, je suis allé avec un horizon de placement de 10 ans parce que ses enfants vont retirer, bien sûr, avant 30 ans. Donc là, je lui dis, avec 5 minutes par mois, donc tu te connectes sur ton compte de courtage d'ICINAT, par exemple, tu achètes les actions, tu quittes ton compte, à peu près 5 minutes. Les fonds actuels qu'il a, donc je vous dis les chiffres exacts, là. Dans son CELI, il est actuellement avec Desjardins dans le fonds sociétaire croissance. Il a actuellement 18 000 $. Donc j'ai fait le calcul comme s'il ajoutait environ 1 000 $ par année. Ou 2 000 $, pardonnez-moi, mais c'est 1 000 ou 2 000 $. Donc s'il reste ce compte-là des frais de gestion de 2,26%, pardonnez-moi, s'il reste avec ce compte-là dans 30 ans, il se retrouve avec un rendement de 185 225 $. Et s'il investit dans l'indice du SP500, qui a, bon, avec des frais de gestion de 0,08 par exemple, il se retrouve avec 1 125 796 $. Donc, s'il reste dans son compte actuel 185 225, et s'il investit dans l'indice 1 125 796, donc rapidement, c'est à peu près 950 000 $ de plus juste dans son CELI, avec pas des montants si extraordinaires qu'il investit par année. Là. Dans le compte régime épargne-études enregistré, il est actuellement avec le fonds Desjardins Sociétaire Croissance Max. Il y a actuellement 13 700 $ pour ses deux enfants avec des frais de gestion de 2,38%. Dans 10 ans, s'il reste avec ce compte-là, il aurait 58 097 $. Et s'il va dans l'indice SP500, qui a aucune magie, là, c'est l'indice de référence, il aurait 88 374. Donc, sur 10 ans, 30 000 $ de plus pour ses enfants, 15 000 $ chaque, c'est quand même intéressant. Pour le régime épargne-études, j'ai calculé qu'il ajoutait 2 500 $ par année. Et son REER, finalement, il y a beaucoup de chiffres, là, mais c'est juste pour vous montrer l'impact majeur. Là. Donc, il est avec la FTQ actuellement, avec un montant intéressant de 35 000 $. Donc, cet ami-là est début trentaine. Et j'ai calculé qu'il rajoutait 5 000 $ par année dans son REER, à des frais de gestion de 1,60%, ce qui est quand même raisonnable. Et la différence dans 30 ans, s'il reste avec la FTQ, il aurait 808 000 $ dans son REER, et s'il met ça dans l'indice du SP500, il aurait environ 2,5 millions, donc exactement 2 497 593 $, pour une différence d'environ 1,6 million. Donc si on regarde, on résume, dans son CELI, environ 900 000 $ de plus, dans son régime épargne-études, environ 30 000 $ de plus, et dans son REER, environ 1,6 million de plus. Donc si je fais un calcul rapide et je me trompe pas, on est à peu près à 2,4 millions
de plus pour sa retraite ou pour ses enfants dans 30 ans. Donc, le podcast, c'est pour ça aussi. Pour pas juste aider quelques-uns de mes chums ici et là, mais aussi d'autres personnes qui sont intéressées à se prendre en main mais qui savent pas nécessairement par où commencer. Donc, vous voyez, les chiffres, là, il y a aucune magie, là. C'est pas dans du Bitcoin, c'est pas dans des actions risquées, c'est dans l'indice américain. Donc, en 5 minutes par mois, tu peux aller chercher 2,4 millions sur 30 ans, puis cet ami-là investit pas 10 000 $ par année, puis il part pas avec une base de 25 000 $ dans son CELI. Là, c'est des chiffres raisonnables, et vous voyez la grosse différence que ça peut faire. Le podcast m'aide aussi à aller, à aller chercher des gens que je connais pas, mais aussi même avec mon entourage, c'est pas toujours facile de discuter de finances autour d'un feu ou dans le day-to-day avec des collègues ou des amis, parce que parfois il y a un malaise pour parler de finances. Donc, il y a certaines connaissances que tu ne sais pas mais sont endettées, donc ils sont mal à l'aise de parler de finances, ou bien il y a certaines personnes qui n'ont pas de régime épargne-études enregistré pour leurs enfants, mais bon, ils ont gros char, alors que moi autour du feu, je dis, ben si ton régime épargne-études enregistré est pas plein, ben tu devrais faire des choix raisonnables et penser à tes enfants avant de penser à toi. Donc, vous voyez, des fois, ça peut apporter des discussions animées autour d'un feu, mais c'est toujours intéressant. Mais donc, l'idée de faire le podcast, c'est de véhiculer ce que j'ai appris à un plus grand nombre de personnes, puis je crois que ça peut réellement en aider certains, mais en fait, c'est mon souhait en faisant ce podcast-là. Donc, maintenant que vous comprenez à quoi va ressembler le podcast, puis pourquoi ça peut être pertinent également, ces informations-là, mais je vais parler un petit peu plus de moi pour que vous me connaissiez davantage. Donc, en ce qui me concerne, je suis moi-même issu d'un milieu où l'argent n'était pas vraiment un sujet de conversation populaire sur l'heure du souper. Je me rends compte maintenant que je posais peut-être pas non plus les questions, ça m'intéressait pas nécessairement, donc je connaissais pas le salaire de mes parents, ainsi de suite. Ma mère, par contre, m'a toujours appris à épargner parce qu'elle avait toujours eu peur de manquer un peu d'argent. Donc, elle venait d'une famille de 10 enfants dans un village du Bas-Saint-Laurent, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de sous. Donc, elle a toujours eu le réflexe d'épargner, ce qui est très bon. Donc, je viens d'une famille typique de classe moyenne. J'ai vraiment rien à me plaindre, là. J'ai manqué de rien dans ma jeunesse, et ainsi de suite. J'ai été supporté par mes parents, autant émotionnellement que financièrement. Donc, je le sais qu'on part pas tous de la même place, puis ça va être le sujet de différents livres aussi, là, qu'il faut également épargner à la mesure de ses capacités. Mais je suis quand même parti de la maison à 19 ans pour étudier à Sherbrooke, puis là, ben, j'ai assumé toutes les dépenses, appart, bouffe, université. Donc, ma mère m'avait appris à épargner. J'ai quand même toujours eu environ, puis là, c'est quand même beaucoup pour un ado, là, mais j'avais toujours environ 5 000 $ dans mon compte parce que j'avais peur d'en manquer. Je travaillais beaucoup, mais je surveillais pas nécessairement ce que je faisais avec mes dépenses. Donc, j'ai jamais été quelqu'un qui avait un budget. J'en ai pas encore, mais je fais vraiment attention avec mes dépenses. Bon, quand j'étais jeune, je faisais le party pas mal, mais je suis pas dépensier de nature. Donc, à part au Palace, là, ceux qui viennent de Québec vont connaître le bar du Palace dans notre jeune temps. Donc, il y avait certaines dépenses à cet endroit-là, mais le gros problème que moi j'avais, j'épargnais, mais j'ai jamais investi. Donc, si j'avais su ce que je sais maintenant, et c'est ce que tous les gens qui s'intéressent à la finance disent, si j'avais su ce que je sais maintenant à 18 ans, ben je serais déjà millionnaire au lieu d'avoir laissé dormir de l'argent dans mon compte épargne à 0,05% chez Desjardins pendant 20 ans. Je comprends donc ceux pour qui la finance est floue. Il y a 3 ans, j'étais là avant de lire mes premiers livres. Je me posais beaucoup de questions que je prenais en note justement, puis quand je relis ces questions-là maintenant, je les ai notées. J'en reviens pas qu'au Québec, on connaisse pas ces bases-là. Même chez les gens, je me considère quelqu'un d'assez éduqué et je connaissais pas du tout ces bases-là financières. Et la finance est pourtant centrale dans la vie. Donc, si tu veux avoir une certaine liberté, tu sais, l'argent fait pas le bonheur, mais aide à être heureux, on pourrait dire. Donc, tu sais, je savais même pas c'était quoi une obligation, je savais pas c'était quoi une action, comment acheter des actions, comment se faisait le rendement, les dettes de crédit. Donc, il y a rien de gênant à pas savoir ça si c'est votre cas. Je le savais pas non plus il y a quelques années, mais c'est fou que ça fasse pas partie de l'éducation de base au Québec, les finances. Mais bon, on pourra en jaser dans un autre podcast. Sinon, quoi dire d'autre sur moi? J'ai 33 ans, j'ai 2 filles de 3 et 6 ans. Donc peut-être que quand l'épisode va sortir, ça va plus être 4 et 6 ans. Mais bon, c'est justement parce que mes filles sont rendues un peu plus vieilles maintenant puis qui dorment plus qu'une nuit par semaine que je réussis à avoir du temps pour développer ce projet-là de podcast. Donc je vous cacherai pas que ça fait plusieurs mois que je dois préparer les premiers épisodes parce que je veux pas vous présenter n'importe quoi non plus. Et bon, j'ai peut-être 1 heure ou 2 par soir ici et là. Donc c'est vraiment dans mon intention maintenant de développer ce podcast-là pour aider d'autres personnes à prendre en main leur santé financière. Personnellement, mon seul objectif financier, c'est d'en laisser le plus possible à mes filles. Donc je suis pas un gars qui a besoin de grand-chose dans la vie pour être heureux. Puis ce que j'aime le plus, ben ça coûte pas cher. Je suis vraiment chanceux. Je sais qu'il y a des gens qui ont des passions différentes des miennes. Tu sais, qui aiment ça faire de la moto, du skidoo,
des voyages. Donc, je sais que ça coûte plus cher. Donc, c'est pour ça que je veux pas aller non plus dire à l'âge que ma méthode est la meilleure. Pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est faire du sport, passer des soirées entre amis, passer du temps de qualité en famille. Donc, c'est toutes des choses qui coûtent pas nécessairement si cher. Donc, j'ai un grand taux d'épargne, je suis chanceux. Je fais un bon salaire également comme professeur à l'université. Mais mon objectif, c'est pas nécessairement moi, j'ai l'impression que j'en profite, que je fais pas de sacrifice. Mais j'espère surtout en laisser à mes filles le plus possible lorsque je vais leur léguer un certain héritage. Et en même temps, commencer la construction d'un patrimoine qui va pas seulement servir à mes filles, mais qui va pouvoir grossir sur plusieurs générations afin d'offrir un coup de main financier à mes filles et à mes petits-enfants. Je vais toujours être transparent à 100% avec vous dans ce podcast-là. Je vais faire un bilan trimestriel pour que vous puissiez m'accompagner vers mon premier objectif. Donc moi, mon prochain objectif financier, c'est de remplir mes 3 comptes avantageux au point de vue fiscal, soit mon CELI, le régime épargne-études de mes filles et mon REER. Je vais vous faire part de ce que j'ai acheté ou vendu à chaque mois, pas dans l'objectif que vous fassiez comme moi, au contraire, mais juste pour être 100% transparent avec vous. Donc vous allez savoir à chaque 3 mois où est allé mon argent, pourquoi, et ainsi de suite. Sachez que je vais jamais vous présenter ces chiffres-là pour flasher ou quoi que ce soit, c'est vraiment pas mon intention. On est tous à des endroits différents dans nos vies. Au contraire, moi je juge que je suis même pas vraiment avancé dans ma route vers la liberté financière et vers le premier million. En revanche, je trouve que ça va surtout vous aider à voir clairement c'est quoi ma philosophie d'investissement. Personnellement, je gère tous mes comptes moi-même, donc CELI, REER, régime épargne-études, en plus du REER de ma blonde. Donc je gère tout depuis que j'ai découvert que les frais de gestion pouvaient avoir un impact désastreux. Donc vous allez m'entendre souvent parler des frais de gestion, mais faites attention, c'est pas parce que je déteste les conseillers financiers ou les planificateurs financiers. Au contraire, il y a certaines études, et je vais aller les lire bientôt parce que je sais pas comment ont été faites ces études-là, mais les études montrent qu'il y a plusieurs personnes qui sont mieux de faire affaire avec les conseillers financiers parce qu'ils ont de la difficulté à gérer leurs émotions. Mais je crois que quand on s'instruit, qu'on s'éduque par rapport au domaine financier, on apprend mieux à connaître le fonctionnement du marché boursier et justement à mieux gérer nos émotions. Le truc, c'est d'investir de l'argent qu'on n'a pas besoin à court terme, bien sûr. Donc moi, je gère tous mes comptes parce qu'il y a un déclic qui s'est fait quand j'ai commencé à lire puis que j'ai compris justement comment fonctionnait la bourse. Et c'est à ce moment-là que j'ai analysé mes fonds communs de placement que moi j'avais avec Industrielle Alliance. Donc je rencontre mon conseiller pour notre discussion annuelle. Et cette année-là, il me dit que les fonds ont été extraordinaires, donc avec un rendement de 18%. Donc il me parle avec son jargon habituel que je comprenais pas avant. Mais cette fois-ci, je le comprenais, heureusement. Donc je lui dis oui, c'est bien, mais le SP500, donc l'indice que je vous parlais tantôt, je lui demande, il a fait combien de rendement? Donc moi, je connaissais la réponse. C'était autour de 30%. Donc il y a eu un certain silence malaisant. Et 2 semaines après, le transfert de tous mes comptes et du REER à ma blonde était terminé. Donc j'avais décidé de gérer toutes mes choses moi-même parce que je sentais que mon conseiller financier ne pouvait plus m'apporter plus que ce que moi je pouvais faire seul. Faites attention, c'est pas le cas de tout le monde non plus. Et même dans l'exemple que je vous ai fait tantôt avec mon chum, avec les chiffres pour son CELI, son REER, son régime épargne-études, ça c'était dans un monde idéal où il continuait à déposer son argent et qu'il retirait jamais. Faut faire attention, cette stratégie-là peut changer aussi. Ça se peut que son profil de risque soit pas 100% action. Donc, faut toujours nuancer ce que je vous dis. Mais moi, je me sentais prêt à gérer toutes mes choses moi-même. Et il faut savoir que les frais de gestion étaient à 2,8 et 2,9%, ce qui m'enlevait des millions de dollars sur 30 ans. Donc, 2 semaines après, j'avais tous mes comptes, celui de ma conjointe aussi. Donc, rapidement, on va voir ça à chaque bilan trimestriel, mais je vous fais un bilan de surface aujourd'hui. Le conjoint de ma REER est investi à 100% dans un FNB indiciel passif qui s'appelle XEQT. Donc, cet indice-là est mondial. Ça veut dire qu'il représente l'indice américain. Là, je vous dis des chiffres là, à peu près à 46%. L'indice canadien, je pense, à 24%. Il y a l'indice international avec tous les grands pays développés. Et il y a une partie qui va dans l'indice émergent, qui est les plus petits pays qui sont en émergence. Donc, cet indice-là, je dis toujours à ma blonde, qui représente un peu la planète. Donc, si la planète va pas bien, le dernier de tes soucis, c'est pas mal ce que tu as investi. Cet indice-là est passif, donc c'est comme un panier où il y a plusieurs... Tantôt, je parlais de l'indice SP500, mais ce panier-là comporte plusieurs indices. Donc, ma blonde, à chaque mois,
Je me connecte, je prends 1 minute, elle met un montant, des virements automatiques à chaque mois, je dépose ce montant-là dans Exécuter. Le régime épargne-études de mes filles est dans un produit similaire qui s'appelle GEQT, donc j'ai réussi à le dire. Donc c'est semblable à Exécuter comme ma conjointe, sauf qu'il y a un volet ESG, donc environnemental, socialement responsable, etc., etc. Bientôt, je vais réanalyser ce fonds-là parce qu'il est jeune, là, puis je suis plus certain, mais bon, je vous en reparlerai dans le prochain bilan trimestriel. De mon côté, j'étais 100% en stock picking avant. Ça veut dire que je sélectionnais des titres, des actions, des compagnies de façon individuelle. Mais maintenant, ma nouvelle répartition souhaitée est à 70% passif, donc comme ma conjointe. Mais moi, je suis dans VEQT, c'est le même principe, mais j'aime bien ça, diversifier les fonds communs, les fonds négociés en bourse que j'utilise. Et j'ai 30% maintenant que je me garde pour sélectionner des titres de façon individuelle. J'ai changé ma stratégie il y a environ un an et demi, quand j'ai lu différents livres sur l'investissement qu'on appelle passif. Donc, on met dans un fonds négocié en bourse et on y touche plus. Quand je parle d'investissement actif, c'est quand je sélectionne justement, mettons, Facebook, Apple, Google. Donc, je vais chercher des compagnies qui, je crois, vont réussir. Donc, dans les livres que j'ai lus, que je vais vous partager dans les prochains épisodes, on se rend compte que la meilleure stratégie, c'est d'être passif. Donc, d'acheter tous les indices et d'attendre. Donc, personnellement, je suis rendu à 38% passif. J'ai pas réussi encore à tout transférer. Vous comprendrez qu'il faut que je vende des titres ou que je continue à déposer de l'argent pour faire grossir mon volet passif dans VEQT. Mais j'ai pas encore tout vendu ce que je souhaitais. Donc, tranquillement, pas vite, je vais augmenter le pourcentage de passif. Sachez que dans 5 ans, si je bats pas le marché, donc si je bats pas l'indice du SP500 ou l'indice VEQT, qui est le fonds dans lequel je suis, ben je vais aller 100% dans ce fonds négocié en bourse passif-là. Je vais jamais être plus que 30% en sélection individuelle des titres. J'ai pas la prétention de pouvoir battre le marché, même si mes choses vont bien depuis 2 ans, depuis 3 ans, donc la dernière année est plus difficile, comme tout le monde. Mais les études montrent que de battre constamment le marché est quasi impossible. Donc pourquoi moi je serais meilleur que les gens à Wall Street qui passent des journées à analyser les compagnies. Donc pour l'instant, je suis à 30% actif. Et on va voir d'ici 5 ans si je tombe à 100% passif. Donc vous allez comprendre plus en détail mes actifs, c'est quoi mon actif net, où est mon argent, c'est quoi mes placements dans mon portefeuille quand je vais faire mon premier bilan. Vous allez également mieux comprendre c'est quoi la différence entre investissement actif et passif, comme je vous dis, dans les prochains épisodes. Donc c'est pas un sujet aujourd'hui, on va préciser tout ça un peu plus tard ensemble. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode un peu différent des prochains qui vont suivre. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le podcast a un objectif d'éducation financière en mobilisant 4 segments. Soit 1. La synthèse en environ 5 points clés des principaux livres sur la finance. 2. L'analyse fondamentale d'actions en bourse. 3. Le bilan trimestriel de mes avoirs et de mon portefeuille. Et 4. La discussion sur certains sujets bonus touchant les finances personnelles et le marché boursier. La semaine prochaine, un dernier épisode spécial avant d'entrer de façon concrète dans ces 4 segments-là. Donc l'épisode 2 va en effet permettre de présenter mon outil d'analyse des actions pour que vous compreniez d'où viennent les chiffres que je vais vous montrer chaque semaine. L'objectif, c'est que les futurs auditeurs puissent aussi se référer aux 2 premiers épisodes pour comprendre les objectifs du podcast et ma philosophie, mais également sur quoi reposent mes analyses fondamentales, toujours dans un souci de transparence. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner ou à suivre le podcast, à liker la page Facebook de Finances fondamentales et à me laisser un avis positif. Vous pouvez également partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés par le sujet. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à financefondamentales@gmail.com ou sur la page Facebook de Finances fondamentales pour vos questions ou demandes spéciales pour les futurs épisodes. L'adresse va être dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas que je suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui trippe un peu trop sur ça et qui décide de s'éduquer et de partager ce qu'il apprend avec vous. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation. Je suis pas investi dans tout ce que je vais vous présenter dans les futurs épisodes et je pourrais bien vous dire n'importe quoi de toute façon. Donc même si je vous dis que je vous dis pas n'importe quoi, quand il s'agit de votre argent, vous êtes la seule personne en qui vous pouvez avoir pleinement confiance. Donc faites toujours vos propres recherches, vos propres lectures. Je vous laisse sur ça. Merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 2e épisode de Finances fondamentales.